Salut à toi et bienvenue. Il y a des mots comme ça qui finissent par nous gonfler. La bienveillance, pour moi, en fait partie. Au départ, la bienveillance, c'est un truc cool. Et puis à la fin, eh bien, c'est la fenêtre à toutes les portes ouvertes. Du genre, le petit Jules vient de fracasser Emma avec son jouet préféré, mais c'est normal, il avait une énergie à l'intérieur de lui qui demandait qu'à s'exprimer. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ok. Bref, ça me saoule. Et on retrouve un peu la même chose dans les relations professionnelles, interpersonnelles, où à la fin, eh bien, on ne dit plus les choses parce que ça serait de la bienveillance et qu'on doit être bienveillant les uns avec les autres. Mais face à ça, eh bien, je ne suis pas le premier à le dire d'une part, mais j'entends aussi certains qui avancent l'idée que, eh bien, il faut revenir à une forme de confrontation bienveillante. Quelque part, je suis d'accord et en même temps, quand j'entends ça, eh bien, j'entends une énergie, je reçois une énergie. Alors, c'est peut-être des conneries, c'est peut-être subjectif, mais qui n'est pas une énergie de on va trouver un truc cool ensemble, c'est une énergie de ça me gonfle et il est temps de réavoir des conversations un petit peu piquantes. Est-ce que ça, pour autant, ça sert l'idée même, le point de départ de ce que devait être la bienveillance? Eh bien, c'est peut-être pas toujours le cas. En tout cas, je suis pas dans la peau de ceux qui disent ça. Donc moi, ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode, eh bien, c'est, j'allais dire, la question qui, moi, me semble pertinente face à ces moments-là. Comment réagir vis-à-vis de l'autre en étant dans une certaine exigence et en même temps en étant connecté avec cette espèce d'intention, d'empathie, voire de compassion vis-à-vis de l'autre, qui paraît quand même être un truc plutôt cool pour vivre en société de nos jours, mais pas que. Donc pour démarrer, eh bien, commençons par le commencement. La bienveillance, quand on va voir dans le dictionnaire, ça veut dire quoi? Eh bien la bienveillance, c'est inscrit comme le fait d'avoir une disposition favorable à l'égard de l'autre. Et quand on dit ça, une disposition favorable, ça veut un peu tout dire et rien dire. Autant pour les enfants, je crois qu'on comprend assez vite de quoi ça retourne. Être bienveillant vis-à-vis des enfants, c'est assez clair. Les enfants, surtout quand ils sont petits, ils ont des limites dans ce qu'ils sont capables de comprendre, percevoir, etc. Et être bienveillant, bah, c'est faire attention aux enfants et des fois mettre un cadre, leur dire non, pas là, et en même temps, eh bien, accepter des fois les petites bêtises qu'ils peuvent faire. S'il s'agit d'aller fracasser le crâne de la petite Emma, non, ça c'est pas bien. Donc ça, c'est relativement clair. Et ce qui est assez bizarre, c'est que finalement, ce comportement qu'on peut avoir vis-à-vis des tout petits enfants a tendance, j'ai l'impression, parfois à glisser vers des enfants un peu plus grands, auxquels on ne dirait plus rien parce qu'on a compris depuis Dolto et puis peut-être d'autres que les enfants ne pouvaient pas tout comprendre en fonction de leur âge et que du coup on tolérait indéfiniment l'expression de leur plein potentiel jusqu'à arriver dans la vie de tous les jours où on tolère un petit peu tout et n'importe quoi et il y a un glissement, il me semble, qui se fait dans l'attitude, peut-être un glissement sémantique aussi qui amène de la bienveillance à la complaisance. Et la complaisance, c'est quoi? Allons voir Monsieur Petit Robert. Et Robert, il nous dit que la complaisance, eh bien, c'est s'accommoder du goût de l'autre pour lui plaire. Et on voit que quand on dit ça, c'est assez intéressant de comprendre que finalement, c'est pas tant pour l'autre, c'est pour soi avant tout. C'est que, en fait, je veux m'épargner l'inconfort d'avoir une conversation difficile pour me préserver moi. Donc, est-ce que je suis dans une attitude vis-à-vis de l'autre ou est-ce que je suis dans une attitude vis-à-vis de moi? Bah, ça, c'est point d'interrogation. Et en tout cas, cette complaisance pose un certain nombre de problèmes, puisque à force de ne plus dire les choses, on laisse les problèmes là. En analyse transactionnelle, c'est un des trucs qu'on apprend. Une des façons de maltraiter les gens, une des façons d'être ce persécuteur dans les triangles dramatiques là, eh bien, c'est de laisser foirer les choses. C'est-à-dire, je me mets dans le rôle, par exemple, du manager et je vois bien qu'il y a un problème et consciemment, je vais laisser les choses merder, non pas pour l'exercice et la volonté de l'apprentissage, mais pour mon confort personnel finalement. Pour dire en fait, pas mon affaire, ou je veux pas subir ça, ou je sais pas quoi, ou ils sont trop chiants, je sais pas, et je vais les laisser se planter. Donc, à l'évidence, ça marche pas très bien, et la réponse à ça, c'est comme d'habitude, on prend un truc qui marche pas, et on va chercher un peu son opposé, légèrement édulcoré. Et ça serait la conversation exigeante quelque part. C'est un moment de dire, face à quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, de dire, bah, je ne suis pas d'accord, ton point de vue est discutable,
et je vais te partager mon point de vue et toi, eh bien, je te laisse libre de pouvoir réagir, de pouvoir me démontrer que j'ai tort ou je sais pas quoi. Et cette conversation qui se voudrait exigeante te permettrait à toi eh bien, de grandir, de prendre conscience grâce au feedback que je t'apporte que tu étais dans le faux potentiellement. Et peut-être que dans l'autre sens, c'est toi qui vas m'apprendre que en ayant cette conversation dite exigeante avec toi, eh bien, je me suis planté et c'était pas juste. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a plein d'endroits où ça marche pas très bien. Si je suis le chef de 100 personnes et qu'il y a quelqu'un en face de moi qui n'est pas très à l'aise pour s'exprimer en public, etc., et que je commence à avoir ma conversation exigeante, eh bien, est-ce que c'est bienveillant vis-à-vis de la personne? Est-ce que c'est se soucier de la personne? C'est quand même assez discutable et là aussi, assez facilement, une dérive qu'on va pouvoir avoir, comme on a eu une dérive vis-à-vis de la bienveillance, qui peut nous ramener à ce qu'on a connu par le passé, à non seulement une posture de sachant, c'est-à-dire que moi je sais, toi tu sais pas, parce que je suis le chef et toi tu es un gros naze, mais aussi une posture qui peut être un peu paternaliste, c'est-à-dire moi je sais ce qui est bon pour toi et je vais vraiment m'occuper de toi le mieux possible. Et peut-être que là j'ai besoin d'être un peu rugueux avec toi, mais ça va te faire le plus grand bien. Alors tout ça en fait pose la question de mais ça veut dire quoi être bienveillant au sens enfin, propre du terme? C'est-à-dire, quand je cherche le bien pour l'autre, comment je me positionne? Et c'est pas si évident que ça parce que qui sait ce qui est bon pour l'autre? Qui sait qu'avoir une conversation exigeante, c'est ce qui est bon pour l'autre à cet instant-là dans sa vie à lui? C'est peut-être bon pour moi, c'est peut-être même une façon un petit peu déguisée de dire, moi, vous me gonflez avec vos histoires de bienveillance et je vais vous dire la bonne façon, c'est ma façon à moi, ce qui revient à parler finalement de soi-même et pas tellement d'être sur l'autre. De la même façon que ne rien dire à l'autre et esquiver la conversation, c'est moi aussi me protéger. Tout ça revient à moi. Donc la question c'est qu'est-ce qui serait adapté comme démarche pour être dans cette forme de bienveillance honnête, j'allais dire. Alors une des façons de faire dans ce genre de situation où finalement on ne peut pas savoir ce qui est bon pour l'autre. D'ailleurs, on n'a pas la clé de ce qui va faire son bonheur ou son malheur. Sinon, bah, ça serait très très facile et il y a quelqu'un qui aurait des super pouvoirs et on s'en remettrait tous comme des victimes à celui qui a ce super pouvoir de vie ou de mort finalement sur nous-mêmes. Donc ça, on ne l'a pas. Et une des approches qui peut être aidante, mais que je vais m'empresser de critiquer aussi après, c'est de se dire, en fait, si vraiment je suis dans une démarche bienveillante, j'essaye d'apporter le meilleur à l'autre dans la relation qui est la nôtre, eh bien, c'est de poser des questions. Ça, c'est beaucoup ce qu'on peut faire en coaching, qu'on peut faire aussi en thérapie, pour aider la personne à se rendre compte que le prisme dans lequel elle est, le prisme de pensée dans lequel elle est peut-être trop étroit et pas forcément adapté à la situation dans laquelle on est, parce que moi, je perçois d'autres éléments de la situation qu'elle ne perçoit pas, et bah, sa pensée est trop, quelque part, restrictive. Elle va se rendre compte de sa connerie, dit autrement. Donc, en posant des questions ouvertes le plus possible, depuis quand, comment ça se fait, avec qui, etc., eh bien, je vais aider la personne à ouvrir ses chakras et puis elle va grandir. Je trouve que ça, c'est une approche qui est intéressante. Après, ça se rapproche quand même beaucoup du coaching dans lequel on dirait que nous, on n'est pas partie prenante de la décision qui va être prise. Or, des fois, on peut quand même être partie prenante et on peut avoir envie d'apporter son propre point de vue. Ça pose à nouveau la question de quelle est finalement mon intention dans cette relation-là? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Est-ce que c'est vraiment pour l'autre que je le fais? Ou est-ce que c'est pour l'autre, mais aussi pour moi? Et je pense que c'est ça finalement la question centrale. Et je ne sais pas s'il y a un bon ou un mauvais outil, mais ça pose cette question au fond. Parce que ce que je suis là en train de dire, à savoir pose des questions, explore la représentation de l'autre, c'est probablement vrai que ça va t'enrichir parce que l'autre voit différemment de toi, donc toi, ça va t'aider à voir différemment de toi-même. Ça va aider l'autre à élargir son spectre, à avoir une conversation qui va être riche plutôt qu'une conversation d'affrontement en disant je vais te donner mon point de vue et puis tu vas me démontrer que c'est juste ou que c'est pas juste à coup d'arguments très analytiques. Mais l'analytique va avoir ses limites puisqu'il y a une partie de subjectif. Et quand on pose ces questions, bah, quelque part, on est en train de se dire à un niveau plus profond, c'est j'ai la croyance que si je pose des questions, alors je vais aider l'autre à ouvrir ses chakras.
Et si tu regardes le mécanisme qu'on est en train de suivre, c'est que avant on était vraiment sur le processus, la méthode. La méthode, c'est la bienveillance ou c'est la conversation exigeante. Ça, c'est de l'ordre de la compétence de la méthode. Mais ça, c'est sous-tendu par des croyances que l'on a. C'est-à-dire qu'une bonne conversation franche vaut mieux que laisser dire les choses. Le fait d'avoir une conversation franche permet à l'autre de se positionner et de s'individuer quelque part et de prendre toute sa place. Ben ça reste une croyance, de la même façon que des fois, arrondir les angles, faire ce qu'il y a de bon pour l'autre, etc., c'est aussi une croyance. Et est-ce qu'il y a une croyance qui est mieux que l'autre? Je ne sais pas. Mais si on remonte à un cran plus loin et qu'on essaye de sortir de cette bataille de croyances, qui est toujours moi vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce qu'il y a à l'extérieur, eh bien, il y a un endroit où peut-être qu'on se détache un peu de tout ça, c'est de se poser la question, plutôt que bienveillance, conversation exigeante ou questionnement ou je ne sais quoi, eh bien de se dire, en fait, dans cette relation-là, moi, c'est quoi mon intention? Et d'être le plus honnête possible avec ça, c'est-à-dire qui je veux être dans cette conversation-là. Est-ce que je veux être la personne qui affirme ses points de vue, qui défend ses points de vue et qui pense que c'est une façon de nous ériger, de nous construire? Est-ce que je veux être la personne qui interroge, qui aide les autres à prendre conscience par eux-mêmes de leur propre biais? Et peut-être que moi, je me sens un peu le vieux sage sur le rocher qui regarde la situation se dérouler devant moi. Vrai ou pas vrai, tout ça renvoie à qui je veux être dans la conversation. Et à partir de là, je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne ou une mauvaise façon de faire. Il y a des dérives dans tous les cas. La conversation franche a ses dérives, la conversation consensuelle et molle a d'autres dérives, le questionnement à l'infini a d'autres dérives. La question, c'est quelle place moi je veux occuper dans cette relation. Et donc, ça nous ramène à une seule et même chose, c'est dans toutes nos conversations, dans tous nos échanges, etc. Eh bien, ici et maintenant, qu'est-ce qui me semble le plus juste vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la situation? Et c'est quoi l'intention que je pose? Est-ce que je pose une intention ou est-ce que je fais comme d'habitude le même un peu schéma, croyance dans laquelle je suis un peu prisonnier, du gars hyper bienveillant, de la nana cash, enfin peu importe, tu prends tous les clichés que tu veux. On est tous un petit peu prisonniers de ça, mais je crois que la relation, la conversation, que ça soit dans le management, que ça soit avec les enfants, etc., pose fondamentalement cette question, eh bien, qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans cette relation? Quelle est mon intention? Et qui je veux être? Tu vas me dire, c'est une question assez profonde, mais c'est peut-être de celle qui fait réfléchir. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. Si tu as trouvé ça cool, je t'invite à le partager, à le faire tourner autour de toi. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur la façon dont on travaille au sein de Slow Coaching, comment on accompagne les dirigeants à justement trouver cette place et à trouver une vie qui fasse du sens et qui ait un peu du goût du retour, eh bien je t'invite à cliquer sur un des liens qui est juste en dessous. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.